on envoie, vous pouvez dire bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue parmi nous ici à Technocité, enfin virtuellement, pour notre deuxième webinaire de notre série en fait Digital Summer que nous avons lancé la semaine dernière avec l'analogique 2.0. Nous vous donnons rendez-vous tous les jeudis de cet été pour un beau feuilleton de masterclass et de webinaires inspirants. Alors aujourd'hui, on va s'attarder au Fab Lab et au Maker. Avant de m'attacher au fond, je vais vous donner quelques petits informations techniques. D'abord, donc vous voyez, vous êtes inscrit sur la plateforme, vous pouvez interagir avec nous via le chat. N'hésitez pas à poser des questions tout au long du webinaire sur nos intervenants. Si Martin vous interpelle, il sera un plaisir de vous répondre. Je lui laisserai la parole dans quelques instants. Et alors, on aura un temps de questions-réponses à la fin de ce webinaire où nous avons une superbe équipe technique qui reprendra vos questions et elles seront traitées à la fin de ce webinaire. Nous aurons aussi la chance d'avoir un forum qui sera animé par le CLIC, qui est notre partenaire sur cette période estivale. On vous enverra un lien Jitsi pour nous rejoindre et pouvoir aller plus loin en fait sur le webinaire, poser des questions. Vous aurez des spécialistes qui peuvent aussi vous répondre à un niveau technique. Enfin, nous avons un backup. Si vous avez des problèmes techniques, vous nous rejoignez en live. N'hésitez pas, c'est le 065 766 735 et c'est Marianne qui vous aidera à nous rejoindre et à suivre au mieux ce webinaire. Alors je ne suis pas seule pour le présenter, j'ai la grande chance d'être accompagnée par Martin Ouarou. Bonjour Martin. Bonjour Savine, parce qu'on n'a même pas eu l'occasion de se présenter. C'est vrai, c'est vrai. On a enchaîné tout de suite, boum. Donc Martin, comme Savine m'a présenté, je suis directeur au Click Fab Lab, le Fab Lab qui se trouve à l'intérieur du Click, un tout nouveau projet qui a été lancé dans un bâtiment au boulevard Initialis numéro 30. Et donc je serai votre animateur aujourd'hui pour vous faire découvrir le monde des Fab Labs et surtout des porteurs de projets. Et donc, Savine, qu'est-ce que tu fais à Technocité, Savine ? Eh bien, moi, j'ai rejoint l'équipe de Technocité assez récemment, il y a quelques mois, juste avant le confinement en fait, et je suis business developer et je m'essaie voilà, au webinaire ici en très bonne compagnie. Je vais accompagner Martin qui est vraiment le spécialiste des Fab Labs et du monde des makers et essayer de vous faire passer un agréable moment. Alors, pourquoi est-ce que nous avons choisi de traiter ce sujet des makers et des Fab Labs pour ce webinaire ? En fait, durant la période de confinement, je pense que vous avez tous été témoins de ce phénomène où les gens ont retrouvé du temps d'abord, du temps pour pouvoir mettre à profit leurs capacités, leurs talents, leurs idées. On a vu beaucoup de choses qui sont émergées. Les gens se sont rués sur les poules et ont fait des poulaillers, ils se sont remis au potager. Et alors aussi, en plus de ce temps, on a vu un mouvement de solidarité qui s'est créé et plus particulièrement, on ne va pas se cacher qu'on a eu un petit problème en approvisionnement de masques au sein de notre pays, n'est-ce pas? Et donc on a vu comme ça tout un élan de solidarité avec des gens qui se sont mis à fabriquer des masques. Il y a eu des tutos qui ont été partagés, des masques puis des combinaisons. Les Fab Labs ont participé aussi en construisant des visières et on s'est dit, mettons un éclairage sur tous ces makers en fait qui ne s'ignoraient peut-être pendant la période du confinement, qui émergent et mettre en avant aussi ces Fab Labs qui ne sont pas toujours connus mais qui vous permettent en fait de concrétiser vos idées. Alors pour mettre en lumière tout ce que je viens de vous dire, on va passer par un premier témoignage de Chantal Poiret qui est en fait professeur de l'UMONS retraité et qui a participé en fait à ce grand élan de fabrication de masques. Chantal qui nous a envoyé une petite vidéo que vous allez pouvoir suivre de quelques minutes et qui vous partage en fait son expérience et ce qu'elle a pu retirer de tout ce qu'elle a pu vivre ces derniers mois. Un petit bug, on dirait que vous n'avez pas le son, nous non plus on l'a pas. Donc on va laisser à l'arrivée. Voilà. Voilà, on l'a. Bonjour. Je m'appelle Chantal Poiret. Je vais vous faire part de mon expérience dans la confection de masques en tissu dans le contexte du Covid. Alors très brièvement, après une carrière
professionnel bien rempli dans les domaines de l'informatique et de l'enseignement. L'heure de la retraite a sonné, ce qui m'a permis de pouvoir me consacrer un petit peu plus à des hobbies manuels comme le jardinage ou encore la couture. Et puis, le Covid et la crise sanitaire ont fait que j'ai été catégorisée dans les 65+. Donc, c'était pas très facile de se rendre utile. Mais toutefois convaincue que le masque pouvait être un plus par rapport aux mesures barrières, je me suis dit, j'ai une machine à coudre, je vais faire des masques. Alors les débuts ont été assez laborieux parce que il fallait trouver des modèles, il fallait quand même réaliser des masques de qualité, mais très vite des tutos sont apparus sur internet et les hôpitaux ou encore des associations comme l'AFNOR ont publié leurs recommandations pour faire des masques de qualité. Alors la toute première étape a concerné la confection de masques pour la famille, des masques enveloppes, vous savez, pour la famille et les amis, vraiment avec les moyens et le matériel du bord, comme on dit. Alors ma sœur travaille dans un hôpital, elle avait entendu dire que l'hôpital cherchait des bénévoles pour confectionner des masques pour le personnel des homes. Donc nous nous sommes portés volontaires et on nous a fourni le matériel et les modèles, surtout les patrons pour confectionner les masques. Donc cette deuxième étape était déjà beaucoup plus encadrée et dans la foulée, nous avons également réalisé des blouses pour le personnel soignant. Comment je vais dire, cette activité nous a permis d'acquérir un petit peu de compétences et finalement, dans un troisième temps, l'hôpital a réalisé des ateliers dans ses propres locaux pour aller confectionner des blouses et puis encore des masques. Donc nous y avons participé. Évidemment, tout cela se faisait dans un encadrement et des mesures sanitaires très importantes. Alors, le plus bel apport de cette activité, c'est bien entendu d'avoir pu se rendre utile et d'avoir pu être solidaire et apporter un petit plus au personnel soignant et au personnel des maisons de repos. C'est bien sûr fort peu de choses, mais on dit que ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Donc cet aspect humain, c'est certainement ce que je retiendrai, c'est ce qui a été le plus important dans cette activité. Mais la confection de masques a constitué un réel projet en soi, dans le sens où il y a eu toute une activité de recherche. Et puis après, il fallait produire du matériel de qualité, respecter des normes, des recommandations, et enfin également faire preuve de créativité pour essayer d'améliorer l'existant. Et bien voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un bon webinaire. Et voilà donc un témoignage en fait pour nous mettre en lumière tous ces makers qui ont éclos pendant la période du Covid, parfois qui s'ignorent, mais ça nous a permis aussi de montrer à quel point finalement peut-être chacun d'entre nous, ou monsieur ou madame tout le monde, ont un maker en soi et qu'il ne faut pas le taire mais peut-être le mettre en avant. Et je passe la parole directement à Martin qui va vous présenter une autre initiative mais dans un autre genre qui est né durant ce confinement. Tout à fait, parce que justement on essaye un peu en petite introduction de vous montrer des initiatives qui sont passées, qui se sont déroulées durant la période de confinement. On va bien sûr pas rester là-dessus, parce que l'objectif c'est vraiment de vous montrer des gens, des porteurs de projets, des gens qui ont fait des choses. Et donc je vous parle maintenant en fait du projet P comme 3D que vous avez peut-être entendu parler, qui est un projet porté par 3 étudiants, Martin, Clément et Alexis, qui viennent d'unités différentes, qui n'étaient pas l'un à côté de l'autre sur un bureau et qui à un moment se sont dit dans cette situation on est avec des demandes des hôpitaux et avec une communauté de makers, d'ingénieurs, de bidouilleurs même qui ont envie de donner un coup de main, qui ont du temps
et qui ne savent pas comment aider. Et donc, ils ont joué un rôle avec leur plateforme, pcom3d.be, où d'un côté, ils invitaient les makers à se connecter, à s'identifier en disant, bah voilà, j'ai des compétences en modélisation 3D, en électronique ou des choses comme ça. Et après, surtout au niveau des hôpitaux, de pouvoir identifier les besoins qu'ils avaient, justement en prototypage, en réalisation, des choses comme ça. Et donc, ils ont eu bien sûr beaucoup d'expérience. Ils ont eu plus de 150 makers qui étaient identifiés sur la plateforme, ils ont eu plus d'une vingtaine d'hôpitaux, ils ont porté plein de projets, mais ils en ont eu un qui était un peu plus particulier et qui montre justement toute la spécificité et la force qu'ils ont pu mettre en place avec un adaptateur pour rapport en oxygène constant qui a été développé par le Grand Hôpital de Charleroi, enfin qui a été demandé par le Grand Hôpital. Et donc là, ça s'est fait en 48 heures, ils avaient un prototype. Comment ça a démarré? Ils les ont contactés par téléphone, le Grand Hôpital, ils leur ont envoyé par SMS une photo de la pièce qu'ils avaient, pas de référence technique, pas de schéma technique, à peine des dimensions. Ils ont dû chercher très rapidement sur internet voilà un exemple, d'autres photos pour pouvoir compléter et pouvoir obtenir un peu plus d'informations. Ils se sont débrouillés tant bien que mal, ils ont lancé la communauté pour essayer de prototyper, ils ont contacté une entreprise une fois que le fichier 3D était fait pour venir imprimer la pièce. Ils ont été à l'hôpital valider la première pièce et de la validation ils ont réalisé 40 pièces pour les respirateurs. Et donc ça prouve vraiment cette élan de solidarité bien sûr et la place que peuvent jouer cette communauté de makers au sein de n'importe quelle situation. Et donc on va justement ici enchaîner sur cette approche de qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant ou vous avez peut-être déjà fait avant. Et donc peut-être avant ça, pour ceux qui ne connaissent pas encore le principe des Fab Labs, je vais un tout petit peu vous expliquer ce que c'est un Fab Lab, parce que l'objectif c'est pas de vous expliquer en long et en large, vous allez voir qu'il y a des Fab Labs partout et donc on va vous accueillir et vous l'expliquer, mais juste pour être sûr que tout le monde se comprend bien. Alors ici c'est une petite photo du déménagement qu'on a fait, étant donné que avant le Fab Lab Mons était à la rue du Jonquois, on a déménagé au boulevard Initialis dans le nouveau bâtiment que vous voyez en photo qui s'appelle donc le Click, avec notre découpeuse laser et nos imprimantes 3D. Et donc déjà, qu'est-ce que c'est un Fab Lab? Eh bien, un Fab Lab, ça vient de l'anglais, Fabrication Laboratory, et donc en français, laboratoire de fabrication. Et donc, où est-ce qu'on peut en trouver des laboratoires de fabrication? En fait, on peut en trouver partout. C'est parti du MIT dans les années 90, et donc l'objectif, c'est vraiment d'essayer d'en localiser un peu partout pour accueillir la communauté, etc. Alors, au niveau de la Belgique, sur la carte que vous pouvez trouver sur le site de FabLab.io, .io, qui est une des plateformes de référence, vous avez la carte que vous voyez à l'écran qui ne représente pas tous les Fab Labs. Parce que derrière Fab Lab, il existe également ce qu'on appelle les hackerspaces, qui sont des espaces plus de fans, un peu le petit club d'électronique. Vous avez également les makerspaces, etc. Et donc un autre site web où vous pouvez trouver des références sur les Fab Labs, ici spécifiquement les Fab Labs de Wallonie, c'est sur le site innovatech.be. Ils ont une page spécifique aux Fab Labs de Wallonie qui mettent aussi régulièrement à jour. L'objectif de vous dire et de vous présenter l'endroit où vous pouvez trouver des Fab Labs, c'est de passer la porte et de voir celui qui est le plus proche de vous et de pouvoir découvrir. Alors, vous allez me dire, c'est très bien de voir où est-ce qu'il est le plus proche, mais qu'est-ce qu'on y fait? En fait, il y a vraiment deux spécificités, deux grandes bases au niveau des Fab Labs. Il y a d'un côté, laboratoire de fabrication. On met à disposition des visiteurs des machines de prototypage, de fabrication numérique, analogique. On parlait de l'analogique 2.0 la semaine passée. Et donc ça passe par les découpeuses laser, les fraiseuses numériques ou CNC, les imprimantes 3D, découpeuses vinyle, brodeuses, etc., etc. Mais également un atelier électronique, un atelier bois, tous les petits outillages, les machines, etc. Donc ça c'est la première approche, mise à disposition de machines. La deuxième approche c'est de l'accompagnement. Ça va passer par du challenge pour vous aider un peu à développer votre idée, de l'idéation. Bien sûr d'abord de la sensibilisation, vous ne savez pas ce que c'est un Fab Lab, vous passez la porte, on va vous sensibiliser, de la formation aussi bien aux machines que au logiciel, parce que sans logiciel on ne sait pas manipuler les machines et on ne sait pas créer ces fichiers.
mais également du prototypage. Et donc on va voir ici tout au long de ce webinaire toutes ces solutions, tous ces projets de prototypage qui ont été développés. Alors on voit aussi parfois des stages pour enfants, hein. Par exemple le Lion Square du côté de Marchand-Famenne va organiser des stages, le Your Lab aussi, et aussi de la production, parce qu'à partir du moment où vous avez un prototype, l'idée c'est quand même à un moment de pouvoir en produire un peu plus, éventuellement pour les vendre, en restant toujours dans des petites séries, hein, parce que l'objectif des Fab Labs, c'est pas de remplacer les entreprises qui le font d'une manière professionnelle. Et encore plein de choses. Aussi, par exemple, l'IoT, le Fab Lab du Click, est spécialisé dans l'approche IoT, donc vous accompagne dans le développement de projets IoT. Donc, tout ça, c'est magnifique, mais ça ne se ferait pas sans des gens. Ça, c'est la force des Fab Labs, c'est la communauté qui est là, qu'on essaye de développer. Ce sont les animateurs du Fab Lab qui sont là pour vous aider, vous accompagner, vous challenger. Mais attention, c'est quand même dans une approche DIY. DIY pour do it yourself. Faites-le vous-même, ou beaucoup plus sympa, D-I-W-O, D-I-W-O, do it with others, puisque les gens sont là, la communauté est là, et donc c'est ça justement le but aussi, c'est je ne suis pas tout seul dans ma cave en train de travailler, c'est je rencontre d'autres personnes qui me posent des questions, qui me donnent des idées, qui me donnent des pistes, etc. Et donc justement, on va enchaîner par rapport à cette approche maker qui découvre par François Chevalier, que je vais laisser Savine présenter. Oui, tout à fait. Alors pour vous donner un exemple type en fait d'un profil de quelqu'un qui pousse la porte d'un Fab Lab, on a choisi en fait François qui à la base est un graphiste 2D mais qui a un cerveau en ébullition et qui a plein d'idées, s'est dit j'aimerais bien aller un peu plus loin, et donc il a commencé à chercher des endroits où il pouvait justement matérialiser ses idées. Alors il est même allé plus loin et plus vite que nous, puisqu'il a commencé à chercher justement des Fab Labs avant même que les nôtres soient vraiment organisés sur le territoire. Je crois qu'il a commencé par Jeumont en France, il a vraiment voyagé à travers l'ensemble des Fab Labs qu'il maîtrise vraiment bien, et donc François, après avoir commencé à prototyper ses propres projets, a créé justement un collectif, et c'est ce que disait en fait Martin. L'idée c'est oui d'apprendre, de faire soi-même et de faire avec les autres, et donc petit à petit il a créé un collectif qui s'appelle la Fabrique des Singes, et qui a pu aussi émerger dans le cadre de Mons 2015 autour de la culture et de cette culture makers qui a pris en fait vie ici à Mons pendant cette année de capitale européenne de la culture. Et puis il a continué son petit bonhomme de chemin, et je vous invite à voir directement son témoignage. Il va vous expliquer un petit peu ce que le Fab Lab a pu lui apporter, ses expériences et ce qu'il a pu en retirer. On partage tout de suite ça en fait avec François. Alors je m'appelle François Chevalier, et mon parcours de maker, j'ai commencé plus ou moins en 2015 avec deux amis. On a lancé la Fabrique des Singes, et donc on avait envie de faire découvrir un peu les nouvelles technologies aux gens, découpeuse laser, fraisage numérique, imprimante 3D, un petit peu tout ce qu'on peut retrouver comme outil dans le Fab Lab. On a commencé à... Donc moi j'ai une formation plutôt graphiste 2D, donc Photoshop, Illustrator. Et grâce à Illustrator, ça permet de faire des tracés numériques que les machines suivent. Et on a commencé à faire des bijoux, des luminaires, essayer de prototyper plein de choses pour vendre dans la boutique, pour essayer de faire découvrir ça. On faisait des ateliers aussi. On a fait des formations avec des enfants où on leur permettait de venir faire un dessin qu'on scannait, on le vectorisait, et puis on faisait des porte-clés. Voilà, on essayait de rendre un peu ça ludique. Et puis au fur et à mesure du temps et du bouche à oreille, on a commencé à avoir des gens qui venaient nous voir pour des demandes un peu insolites. Ici c'est la Piwi Box qui avait fait un premier prototype en carton dans une boîte de chaussures avec les boutons. Donc c'est une commande dans laquelle il y a un émulateur avec plein de consoles de jeux, les Sega, etc. Et donc on a regardé ensemble comment développer un objet qui soit plus joli qu'une boîte en carton pour accueillir le même système. Donc on a fait des tests pour réussir à le plier, et ça a demandé toute une série de tests pour réussir à avoir un objet qui se plie correctement, ou tout s'emboîte. On a eu une association de protection des animaux qui avait récupéré un canard et qui manquait une patte, et donc ils nous ont demandé si on savait faire une prothèse de patte de canard. Donc de base non, mais on a demandé à un designer 3D, parce que ça je ne fais pas de 3D,
s'il pouvait modéliser une patte de canard. Donc on a mesuré le diamètre du moignon du canard ainsi que la hauteur par rapport au sol qui manquait et on a essayé de faire des tests. Et puis voilà, on a fait un prototype de prothèse. Puis voilà, ça ne marchait pas trop parce que le plastique utilisé se biodégrade et donc avec l'humidité, enfin tout ça, ça n'allait pas. Donc voilà, on a eu toute une série de demandes comme ça, assez insolite, et puis voilà, au fur et à mesure du temps on a développé un peu, c'est vraiment chouette en Fab Lab, c'est qu'on peut combiner les outils, donc on peut faire une pièce en 3D qui s'emboîte sur un objet en 2D et du coup pouvoir combiner comme ça. On a fait aussi des awards pour le groupe Rossel de presse qui nous a demandé pour un concours de faire des awards, et donc voilà, on s'est retrouvé à devoir comme ça par rapport à des demandes un peu insolites, essayer d'être créatif, d'utiliser les outils qu'on avait à portée de main pour pouvoir faire des tests. Et du coup, le Fab Lab, c'est idéal parce qu'avec une idée, on y va en 1 heure, on sort des petits prototypes, des premières découpes qu'on peut montrer facilement à un client et puis l'adapter, voir si ça s'emboîte bien, etc. Adapter les matériaux et voilà. Alors maintenant, ici je fais des bijoux aussi où j'ai décidé de mettre un geste artistique, enfin un geste en plus sur le bijou, plus simplement les découper au laser, mais avoir une partie du travail qui se fait en découpe au laser pour avoir des calibres plus ou moins similaires. Et après je viens les sculpter au Dremel pour en faire des petits bijoux comme ça qui sont du coup toutes des pièces uniques. Et voilà, après des fois il y a des choses aussi qui apparaissent par hasard. Donc là les bijoux ici, au début j'avais fait des découpes au laser qui avaient brûlé et du coup je me suis dit comment ne pas perdre toute cette matière que j'avais parce qu'elle avait brûlé. Je me suis dit je vais essayer de la sculpter, et donc en la sculptant je suis arrivé à faire ces petites pièces ici et je me suis dit il y a un intérêt, donc j'en ai fait quelques paires, j'en ai montré aux copines voir ce qu'elles en pensaient, et puis comme ça avait l'air de plaire, je me suis dit je vais faire une série de 50 pièces, 50 paires de boucles d'oreilles, et voilà, j'ai commencé à les vendre et à du coup, au départ d'une erreur, réussir à faire un objet qui a une finalité commerciale, originale, créatif, et voilà. Quels sont les compétences de base pour aller dans un Fab Lab? Il faut déjà être créatif, parce que déjà dans un Fab Lab on va pouvoir simplement trouver des gens qui ont les compétences qui nous manquent. Après c'est toujours bien évidemment d'avoir des petites connaissances en dessin vectoriel, Illustrator, avoir des notions de base un peu en 3D, ou ne serait-ce que comprendre comment emboîter des objets, enfin trianguler une pièce pour qu'elle tienne droit par exemple. Enfin voilà, il y a toute une série de petites choses qui sont un peu de logique, de physique, etc. Mais il ne faut pas être ingénieur pour aller dans un Fab Lab, je ne le suis pas. Et donc tout a toujours été fait modestement, et quand il y a quelque chose qu'on ne sait pas, on demande à quelqu'un. Et dans le Fab Lab il y a justement cette communauté de gens qui ont plein de compétences, aussi dans des objets connectés, tout ça c'est des choses que je ne maîtrise pas du tout, mais si on a une idée et qu'elle est pertinente, on peut la partager aux autres et essayer de former une petite équipe qui va permettre de lancer quelque chose de neuf et qui fonctionnera peut-être pas, mais au moins on s'amuse et on essaie de développer des nouveaux trucs. C'est ça qui est chouette. Merci François. Mais oui, merci François. Et donc, vous commencez à comprendre vers où on vous emmène, l'idée de vous faire découvrir toute une série de projets, de porteurs de projets qui ont des idées, ont passé le cap et ont passé la porte d'un Fab Lab. Et donc, on va tout de suite enchaîner avec Benjamin Allard. Benjamin Allard qui est un maker créateur qui vient au Fab Lab de Mons, au Click Fab Lab. Vous allez voir que de temps en temps, je vais préciser d'où viennent les différents porteurs de projets, créateurs, pour justement un peu vous montrer qu'on n'est pas resté à Mons, pour changer un peu, et qu'on a été chercher des talents ailleurs. Et donc Benjamin, attention, parce que nous on a fait des vidéos pour les 2 intervenants précédents, on va passer en direct. Et donc Benjamin, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends Martin. Oh, c'est magnifique, la technologie est très efficace. Merci l'équipe technique. Merci l'équipe technique. En plus, on peut le faire en direct. Donc, Benjamin, quel est ton profil et qu'est-ce que tu fais au Fab Lab? Voilà, alors moi je suis indépendant à la base. Puis
par après, je dirais, il y a une dizaine d'années, je suis devenu enseignant et je dirais par rapport à ça, ça m'a un petit peu obligé à sortir de ma zone de confort et à acquérir des nouvelles compétences. Alors, c'était des recherches de projets pour des élèves et je dirais que de fil en aiguille, en faisant des recherches, on tombe sur les Fab Labs et les opportunités qu'ils offrent. Ensuite, je dirais, dans un premier temps, en fait, je m'étais renseigné plutôt pour des projets pour des élèves et moins pour une activité supplémentaire, quoi. Puisque tout en étant enseignant, j'étais toujours graphiste indépendant. De fil en aiguille, on passe une première fois au Fab Lab pour voir un petit peu ce qui s'y passe et voir un petit peu quel est le sésame d'entrée. Ça rejoignait énormément de compétences que j'avais puisque on parle, pour la partie qui m'intéresse, essentiellement découpeuse laser, on parle de dessin vectoriel et je dirais que là c'était une de mes compétences les plus abouties. Je dirais que mon expérience aussi dans la découpe vinyle m'a permis d'appréhender assez rapidement la découpe laser et d'en comprendre un petit peu les avantages, les inconvénients, les pièges qui pourraient survenir, quoi. Donc ça a été une première phase. Après, je dirais quelques tests, on essaie de trouver une idée à mettre en œuvre. Et j'ai commencé à découper des petites choses. On voit déjà des choses qui sont plus abouties, mais dans un premier temps, c'est comprendre les matières que l'on va découper, voir quelles matières sont possibles. Et je dirais très rapidement, j'ai pas fait ça seul, j'ai fait ça avec ma compagne. Et donc à deux, on s'est retrouvés, je dirais, à dessiner des objets essentiellement en déco et je dirais et ici en boucle d'oreille. Hein. Donc pour le moment, j'ai orienté mes productions typiquement locales. Je dirais ça s'est fait un petit peu. C'était pas une réflexion à la base, c'était pas une volonté, mais voilà, c'est peut-être ce que je connaissais le mieux. Et de fil en aiguille, on a produit différentes choses. Je dirais, en dehors du Fab Lab, nous, on a acquis une brodeuse numérique, puisqu'on peut voir ici sur le PowerPoint, je dirais, un écusson que l'on a testé en broderie. Je sais qu'il y a d'autres Fab Labs autres que moi où il y a aussi des brodeuses. Donc, ce sont des choses qui sont faisables dans des Fab Labs. On a fait de la découpe vinyle pour un t-shirt. Et puis ici, on peut voir dans le bas, c'est une lampe de principe en ombre chinoise. Alors, je dirais ça, c'est un peu en deux parties. Il y a une partie qui a été faite en impression numérique. Et puis le socle, à la limite, je ne sais pas si on le voit bien. Voilà, le socle, lui, par contre, il a été fait au Fab Lab. Et donc, c'est un socle en découpe laser en matière MDF. Et donc, Benjamin, tu m'entends ? Oui. Donc, justement, pour revenir par rapport au projet que tu développes au Fab Lab, il y a un peu deux approches. Il y a le côté créatif et puis il y a le côté service aussi. Est-ce que tu peux un peu justement nous expliquer comment tu as géré à un moment de faire des trucs pour toi et puis de commencer à faire des choses aussi pour les autres ? Oui, voilà. Je dirais étant graphiste, forcément, j'ai déjà un carnet d'adresses, soit de fournisseurs, soit de clients, ou soit de gens qui ont des projets. Donc, j'avais été contacté par une amie qui organise à l'abbaye de Saint-Denis, je dirais, un chemin de la création durant lequel elle demande à des artistes de décorer des têtes de cerf. Et la première personne qui s'était chargée de ça ne pouvait plus lui réaliser, donc elle m'a demandé si c'était envisageable. Donc voilà, ça c'était une première réalisation. Il y a d'autres réalisations que j'ai d'abord testées. Ici sur le PowerPoint, on peut voir 3 autres réalisations. Là, je dirais c'est des réalisations un peu personnelles, et je dirais un peu les portes Q-Lock, c'était vraiment un des premiers projets que l'on a fait en découpe laser. Et là, c'était je dirais une demande personnelle, quoi. Après, je dirais on a fait des porte-marqueurs qui peuvent servir ici pour nos cours.
et justement, là, on parle plus de le visuel qu'on voit maintenant. Ça parle plus de, là, c'est de la commande. Oui, c'est de la commande. Alors là, c'est de la commande. Il y a de la commande pour des présentoirs pour un fabricant de savon. Qui s'appelle les Bulles de Maryse, qui distribue dans différents points de vente en Belgique. Et donc on a cherché à optimiser, donc tout le présentoir a été fait de manière optimisée pour ces produits, donc adapté aux dimensions de ces produits, et aussi que le présentoir doit être démontable parce qu'il l'envoie à la limite par courrier postal, et la personne peut le remonter. Donc toute la difficulté était de ne pas avoir de point de colle, et donc de gérer, je dirais, un petit peu toutes les spécificités de la découpe, et de pouvoir avoir un système d'emboîtement à contrainte sans coller, quoi. Après, il y a eu une demande j'oublie tout le temps, c'est le magasin Le Fil sur le hibou, mais son activité de créatrice, c'est le renard et je ne sais plus. Le renard sur le fil. Le hibou sur le fil, le hibou sur le fil et le renard sur le fil. Oui, c'est pas ce c'est son activité en tant que créatrice. Donc ça porte un autre nom, c'est le renard, et je me demande si c'est pas un autre mot. Et donc là ici c'était toute une série de PLV, donc de promotion sur le lieu de vente, donc des boîtes pour venir remettre ses produits, et une tringle pour des vêtements pour enfants. Oui. Et le dernier présentoir, c'est un présentoir à badge, pour justement, là c'est une autre activité que j'ai avec une amie. On a ça depuis plus de 10 ans, des fabrications de badges sur le thème de la Ducasse, quoi. Et donc ça nous a permis de faire un présentoir de promotion. Voilà. Ok. Alors, donc, on voit déjà à l'écran comment on peut vous contacter avec votre projet MyB, je vais y arriver. Et une toute petite dernière, et attention, tu as 10 secondes, parce que tu as déjà bien rentré dans le détail de tes projets, tant mieux, mais on a beaucoup de porteurs de projets à présenter. Quel est ton meilleur souvenir au sein d'un Fab Lab ? Mon meilleur souvenir, je crois que c'est le fait d'avoir pu venir avec des élèves, et de porter un projet du début de la conception jusqu'au bout, jusqu'à la fabrication, parce qu'il y a un côté magique, de voir que l'on peut produire quelque chose et de ne pas rester à quelque chose qui se dessine à l'écran, quoi. Et là, d'avoir les contraintes dans la production. Ça, je crois que c'était vraiment l'élément le plus gai, quoi. Parfait. Merci beaucoup Benjamin pour ton témoignage, pour ton projet. Et tu viens quand tu veux au Fab Lab, comme d'habitude. À la prochaine. Alors on enchaîne tout de suite avec un nouveau porteur de projet qui est Valentin de Rodeur, qui est le créateur de la marque Biclou. Et donc là, hop, on change de Fab Lab, étant donné qu'on va aller du côté du Fab Lab Wapi avec Valentin qui travaille autour de la revalorisation des chambres à air de vélo. Alors, est-ce que Valentin nous entend ? Oui, moi je vous entends. Vous m'entendez ? Oui, on t'entend. Oui, très parfait. Bien, Valentin. Et donc, Valentin, explique-nous un peu ton projet. Bonjour. Merci déjà de m'accueillir ici. Alors, je vais parler rapidement de mon projet. Ça fait à peu près 1 an, je pense, que j'ai visité le Fab Lab à Tournai, un peu par hasard d'abord, en voyant en vitrine les imprimantes 3D. J'étais curieux, j'ai poussé la porte. Et ça m'a permis de développer mon projet, c'est-à-dire que je travaillais depuis 7 ans comme commercial pour une marque de vélo, pour un distributeur hollandais. Et j'ai donc importé et vendu pas mal de pièces venues, on ne sait pas trop de où et on ne sait pas trop dans quelles conditions ça a été fait. Et j'en ai eu marre, donc j'ai arrêté et j'avais envie de faire un projet qui soit beaucoup plus ancré sur du local, sur un truc plus écologique. Et donc, je récupère maintenant des chambres à air de ces mêmes magasins de vélo pour en faire des articles. Je vais vous présenter tout de suite. Et alors, l'intérêt pour moi du Fab Lab a été de graver avec la Trotec directement mon logo sur ces articles, en fait. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, pendant ce temps-là, Ah oui. Alors, la Trotec, c'est une marque de découpeuse laser, pour info. Voilà, excuse-moi Valentin, vas-y. Tout à fait. Oui, Passement de marque, normalement on peut pas, mais vas-y. Alors l'intérêt, c'est que justement, ça permet de graver de façon très précise
On a fait les premiers tests avec le logo du Fab Lab d'abord, ensuite un visage, et on se rend compte que c'est vraiment très précis. Le butyl, en fait, la matière réagit très bien, elle est complètement pulvérisée sur une légère épaisseur, en fait, en fonction bien sûr de la puissance du laser. Et ça me permet pour ma marque en fait d'être tout à fait réactif et de pouvoir personnaliser à la demande en fait. C'est-à-dire que par exemple vous voyez ce portefeuille qui pourrait très bien contenir le logo d'un magasin de vélo si vous voulez une série spéciale ou bien d'un magazine pour l'offrir à ses abonnés. Ou je vais pouvoir aller très loin dans ce genre de choses. Et donc j'ai pour l'instant toutes sortes des portefeuilles, des sacoches, ça c'est très pratique pour mettre justement son vélo, son téléphone dans sa poche quand on va rouler à vélo, des ceintures, voilà, ici une trousse un peu plus grande pour mettre par exemple des outils ou du maquillage. Et toutes ces choses sont réalisées maintenant à tourner et je fais ensuite la gravure laser au Fab Lab pour après essayer de développer vraiment ma marque. Donc pour l'instant on est encore en phase de prototypage. Et ce qui est génial au Fab Lab, c'est que déjà on est très bien accueillis. Et puis si nous on n'a pas forcément les bonnes idées, on peut les trouver parce que tout le monde est là pour s'entraider en fait. C'est ça qui est chouette. Super. Valentin, tu m'entends toujours ? Oui. Oui, super, parce qu'on a eu une petite intervention. Et donc, voilà, on voit très bien l'idée de ton projet, de comment tu as mis ça en place et justement ce qu'il a pu t'apporter. Petite question que je pose aux autres intervenants. Alors, quel est ton meilleur souvenir de ton passage dans un Fab Lab ? Le meilleur souvenir, je dirais que c'est la deuxième ou troisième fois quand on a fait vraiment le premier test à la graveuse laser. On a imprimé le logo du Fab Lab. Et en fait, on était tous les trois, avec François et Sophie et moi, subjugués par le résultat. En fait, on s'est dit non de Dieu, là on tient quelque chose, parce que vraiment le rendu est incroyable en fait au niveau de la précision et de la réaction du butyl à l'impression. En fait, je pensais que ça allait être quelque chose d'assez fouillis, mais en fait non, c'est vraiment incroyable. Et du coup, ça permet d'imaginer plein de choses en fait. Donc c'est vraiment ce côté waouh, là on tient quelque chose qui était le meilleur moment pour moi. Super, un grand merci Valentin. Alors donc on peut retrouver tes projets, ta marque Biclou sur le site biclou.be et aussi sur ton Instagram. Donc un grand merci pour ton intervention et à bientôt. Allez, merci beaucoup. Et bonjour à Tournai. Bonne continuation Valentin. Alors justement, il parlait de François et Sophie qu'on salue, qui sont les Fab Lab managers du Fab Lab Wapi. Parce que de nouveau, c'est ça aussi la force des Fab Labs, c'est des équipes qui sont là pour vous accueillir, pour vous conseiller, pour un peu tester, etc. avec vous. Parce que bien sûr, il ne faut pas chaque fois réinventer la roue. Les réglages d'une découpeuse laser, j'ai le cas, nous au Fab Lab du Click, on a déjà découpé ou gravé, surtout j'ai déjà gravé sur des pommes de terre, sur des allumettes, sur du tissu, et donc chaque porteur de projet amène un nouveau défi, quelque chose qu'on n'a jamais testé, et donc c'est ça aussi les challenges qui sont intéressants pour nous au niveau des Fab Lab managers. Et justement on va passer à un autre porteur de projet. Ici, je vais vous présenter deux porteurs de projet assez rapidement de par leur expérience et qui ont justement deux approches complètement différentes avec des niveaux aussi d'expérience un peu différentes. Et donc, on va commencer par monsieur Eric Danens, qui est un maker et restaurateur de voitures anciennes, donc qui avait quelques petites compétences en modélisation 3D, un petit peu de connaissances à ce niveau-là, et qui, suite à la perte de son emploi, a été invité à se reformer, à se rediriger, etc. Et donc, il a essayé de lier sa passion avec un projet professionnel. Et donc, sa passion, restaurer des voitures anciennes. Et tout collectionneur, restaurateur sait bien que plus c'est vieux, plus c'est dur de trouver des pièces. Et donc, à certains moments, on se voit confronté au fait qu'il n'y en a plus. Et donc, de devoir se débrouiller. Et donc, une des solutions qui est envisagée, c'est justement de les redessiner soi-même et puis de les imprimer ou de les découper. Et donc, par exemple, sur la photo, vous voyez un bouchon de radiateur qu'il a réalisé. Et donc, ça, c'est la version déjà poussée. Ici, vous avez le cheminement qu'il a fait par rapport à un bouchon de radiateur. Constat, les bouchons de radiateur là on sait encore en trouver, mais dans le modèle de voiture qui restaure, on les vole facilement dans les concentrations parce qu'il suffit de le dévisser, de le mettre dans sa poche et de partir avec. Et donc vu ce constat,
il s'est dit, je vais essayer de prototyper un bouchon. Il l'a dessiné en 3D, il est venu au Fab Lab, il a d'abord fait un prototype en PVA, en PLA, donc en plastique en fécule de maïs, donc pas adapté pour les températures. Ça fonctionne, les dimensions sont bonnes, etc. Puis il l'a imprimé en ABS, qui est là basé sur du pétrole et donc qui respecte et qui tient beaucoup mieux les températures. Et ensuite, il a rajouté un petit joint, un bout de chambre à air, comme vous pouvez voir, et il l'a mis sur la voiture et il a testé en faisant une petite concentration, une petite balade, et ça fonctionnait. Et donc on lui en a imprimé quelques-uns pour qu'il puisse les proposer à des copains, des collègues, des clients. Et là il est en train de préparer la version 2 qui là utilise le bouchon d'origine qui, vous voyez, ressemble à un système d'aile, mais qui est un peu plus compliqué parce qu'il faut mettre une sonde de température, etc. Mais voilà, l'évolution typique d'un projet où on a le défi, la modélisation, le prototypage et la pièce finie. Il est aussi passé par des boîtiers de clignotants. Comme vous voyez, la petite pièce jaune dans l'écran de droite a été réimprimée parce que la pièce d'origine s'usait et donc impossible de retrouver sur le marché. Un peu plus encore technique, les rotules de direction. Où les pièces de nouveau s'abîment. Alors là, on est dans une solution plastique. Lui, bien sûr, doit passer par des systèmes de moule, par exemple. Donc il va mouler la pièce en plastique pour après la mettre dans un four et utiliser des matériaux bien sûr plus adaptés pour une rotule de direction. Donc ça, c'était Monsieur Danens qui, lui, au niveau de son meilleur souvenir, c'est vraiment le fait de pouvoir concrétiser et d'avoir la pièce qu'on a modélisée avec amour pendant des heures en vrai, en main, et de pouvoir voir si ça fonctionne ou pas. Alors, deuxième porteur de projet, une porteuse de projet, Nora Face, qui est donc créatrice multidisciplinaire, qui a passé, elle, la porte du Fab Lab Wapi. Elle est d'origine française, de la région de Lille. Et donc, elle travaille autour du design, de la création graphique. Et donc, comme vous pouvez voir, elle a réalisé, par exemple, dans ce cas-ci, c'est un projet qui s'appelle la console Anna, où elle est venue découper dans du plexi des petites fleurs pour travailler sur de la transparence, de la projection de lumière qui passe à travers ces petites fleurs. Et donc il y a un travail de découpe au laser et de gravure. Un autre projet qu'elle a réalisé qui sont des tables basses rectangulaires. Et donc là, elle revisite un peu la table basse rectangulaire laquée classique en venant travailler sur différentes matières superposées. Et de nouveau, le jeu de lumière qu'on peut avoir dans la pièce va laisser des ombres. Et donc là, de nouveau, une approche aussi, comme vous le voyez, avec des motifs naturels. Un autre projet encore, ici ce sont une approche jardin d'intérieur avec des sculptures qu'on peut venir placer à l'intérieur de la maison qui rajoutent toute cette couleur et tout ce jeu de transparence. Alors on part dans un autre projet, ici ce sont des tableaux en bois gravés. Donc elle travaille sur deux couches, deux matériaux qu'elle va venir superposer et qu'elle réalise en fait à la découpeuse laser, et une autre version qu'on voit peut-être pas très bien à l'écran puisque là elle est passée sur du bois sombre qui a été brûlé en fait et qu'elle a de nouveau travaillé. Et donc typiquement ici on est sur un profil de créatrice qui en plus a son magasin du côté de Lille, un showroom, donc n'hésitez pas à aller voir son site nora-face.com ou de passer à son magasin pour justement découvrir le côté créateur qu'on peut avoir dans un Fab Lab. Et donc voilà deux profils rapidement, parce que vous sentez bien qu'on a vraiment envie de vous montrer les champs des possibles au sein d'un Fab Lab. Et donc on enchaîne avec encore un autre. Exactement. Et donc, comme vous explique Martin, on est passé vraiment par un panel très large en fait, de porteurs de projets pour vous montrer vraiment tout ce qui existe. On a parlé ici de design, on a parlé de bijoux, on a parlé de consoles de jeux ou de bouchons de radiateurs. Ici, on va passer aussi dans un autre secteur qui sont les secteurs des soins de santé, le sanitaire, avec Alan. Alan qui est designer, qui design des prototypes
qui est entrepreneur, qui a fait pas mal de pré-prototypage de différents objets. Il va vous en parler tout de suite, et notamment dans le secteur des soins de santé. Le premier, c'est un patch pour analyser la perte d'autonomie. Il vous en parlera mieux que moi, mais aussi par rapport à la gestion des tendinites, et il vous fera part aussi de son expérience qu'il a pu partager au sein du Fab Lab. On vous disait, c'est beaucoup d'amour de soi, mais aussi beaucoup d'amour des autres, et donc je pense que Alan est avec nous en direct. Il va vous présenter son projet, son expérience au sein du TRAC, puisqu'on change aussi de lieu. On a parlé du WAPI, on a parlé de Mons, on part vers Namur, ici avec le Fab Lab namurois, le TRAC. Est-ce que tu es là parmi nous, Alan? Oui, est-ce que vous m'entendez? Très bien, bonjour Alan. Bonjour à tous. Effectivement, je suis au TRAC de Namur, de Hub Créatif Namurois. Je suis dans les locaux justement du Fab Lab, hein, qui a pris ses quartiers ici au TRAC. Et oui, effectivement, je vais vous partager un petit peu mon expérience avec le prototypage et la porte poussée d'un Fab Lab il y a quelques années déjà maintenant, où l'intention était de non pas détecter les chutes des personnes âgées à domicile, mais plutôt d'anticiper ces chutes. Ma grand-mère est décédée d'une suite aux conséquences d'une chute, donc je connais bien la problématique. Et voilà, donc ça c'était le point de départ. On a décidé de créer un patch intelligent qui permettait de monitorer la perte d'autonomie de la personne âgée et d'appuyer avec un petit peu de kinésithérapie ici, un petit peu de kinésithérapie par là. Cette initiative a été lancée en mode prototypage. On a ensuite créé une société à 3. On est passé par les comités d'éthique de centres hospitaliers universitaires pour faire des essais cliniques. On est passé dans les maisons de repos. Et je tiens à préciser que l'idée du patch, au début, elle a été prototypée avec une imprimante 3D. On a créé un moule et on a injecté du silicone pour voir si l'idée du patch tenait la route. Et on peut déjà valider des choses, on peut déjà entamer des discussions avec les prestataires de soins de santé, en tout cas les équipes infirmières, infirmiers. Et donc voilà, on a déjà pu valider certaines choses avec eux dès le début. Donc ça peut éventuellement faire peur, les machines qui se trouvent au Fab Lab, mais en réalité, ce sont des choses qui vous permettent assez rapidement de valider des idées et d'entamer la discussion par rapport à votre projet. Donc ça, c'était le premier projet. Ça s'est fait en 2016. Et depuis, voilà, j'ai eu l'occasion de prototyper assez rapidement des produits pour différentes entreprises. Mais je porte toujours moi-même certaines idées. D'où ici, la nouveauté, on va dire, c'est voilà, je souffre d'une tendinite au bras et je trouve absolument aucune solution à mon problème. Au centre de revalidation de médecine sportive de Monceau, il y a un appareil qui s'appelle le Game Ready, et c'est une machine extraordinaire. Elle fait des miracles, mais encore trop encombrante pour moi. Et donc on a décidé avec un cofondateur de tester l'idée. Donc voilà, ce qu'on voit à l'écran, c'est Frisco. C'est un bracelet qu'on passe au congélateur. On le sort du congélateur, on l'attache autour de soi, autour de son bras, de son avant-bras, et avec un jeu de compression, un jeu pneumatique, on peut venir appliquer de la compression et du froid. Donc c'est de la cryothérapie plus de la compression, et tout ça est fait au Fab Lab. Donc je voulais juste vraiment exprimer le fait que le Fab Lab, ce sont des vraies opportunités professionnelles et entrepreneuriales. C'est facile de tester une idée. Donc à partir du moment où on a une idée, il y a tout un tas d'écosystèmes et de ressources gratuites à disposition. C'est de la co-création, ça je le dis toujours. On co-construit sur base des compétences et des idées des autres. C'est très très important. Et c'est une approche pour moi qui est très orientée vers l'action. Donc c'est très scientifique comme approche. On observe un problème éventuellement, si c'est un problème qu'on veut résoudre. On définit une expérience qui va permettre de valider que l'hypothèse qu'on a par rapport à ce problème est bonne ou mauvaise. Ça peut être une hypothèse pour creuser le problème ou pour justement trouver une solution à ce problème. Et ensuite, on crée quelque chose et on l'expérimente dans le monde réel. Donc voilà, les débouchés économiques sont réels et actionnables. Donc le Fab Lab, pour un entrepreneur ou quelqu'un qui veut changer d'orientation ou tester des choses, c'est vraiment un lieu extraordinaire aujourd'hui. Parfait, Alan. Je ne sais pas quoi rajouter de plus. Je crois que tu as fait très bien la présentation du projet. Il y a un mot-clé que tu as cité qui est actuellement, tu es dans les bâtiments du TRAC, au Fab Lab, mais également du Hub en fait. Est-ce que tu peux un tout petit peu nous expliquer en 3 mots le principe du Hub, si j'imagine tu es au courant de ce que c'est un Hub? Oui, donc
Le hub, c'est un hub, je veux dire concentrateur, un hub créatif namurois. On concentre les talents et les forces créatives namuroises d'abord, wallonnes ensuite et nationales évidemment. Donc on sent ici qu'il y a une volonté d'avancer très fort. On a participé, en tout cas moi j'ai eu l'occasion de participer avec Jonathan, qu'on va entendre plus tard, à la crise Covid avec le track. Donc on a développé le prototype d'un pouce serein. Garde du suspense. Là, sinon, tu es en train de teaser ce qui va se passer après. Hein. Attention, hein, nous, on amène des choses. donc, à la question, oui, effectivement, je suis peut-être la personne la moins bien placée. Laura est mieux placée que moi, Laura Latour, qui dirige le Fab Lab ici dans le hub créatif. En tout cas, c'est un concentrateur de talents créatifs et c'est évidemment des opportunités de rencontres, de développement de projets, d'idées, de déblocage de petits obstacles sur la route. C'est un endroit assez magique. Parfait. Alors, Alan, une dernière question. Alors, comme les autres, ton meilleur souvenir au sein du Fab Lab? Moi, c'est pas un souvenir, c'est-à-dire que c'est systématiquement toujours la même chose. Dès que l'idée qui est dans la tête se matérialise sous forme de carton, de papier, d'impression 3D, de découpe laser, dès que la pièce prend vie dans le monde réel, c'est toujours un sentiment incroyable. Donc, ça n'arrête jamais. Peut-être que j'ai un pic de dopamine à chaque fois que ça se produit, auquel cas les Fab Labs sont addictifs. Un grand merci pour ton témoignage, Alan. Et justement, avec un profil orienté entrepreneur, orienté créatif, très intéressant. Un grand merci et à bientôt au track sans doute. Alors, on enchaîne avec la suite. On a vu toute une série de porteurs de projets et ici, on va attaquer la phase 3 dans ce qu'on a appelé le champ des possibles. Le champ des possibles, qu'est-ce qu'on avait en tête par rapport à ça, c'était, on vous parlait, on vous a montré des choses concrètes, des porteurs de projets, des entrepreneurs, des créateurs qui ont mis en place déjà avant et qui continuent et qui vont encore sans doute très longtemps continuer à développer des choses. Ici, on veut vous montrer aussi les possibilités un peu plus ouvertes mais aussi plus spécialisées que peuvent apporter les Fab Labs, bien que on est d'accord que Alan est déjà dans un secteur très précis avec toute une série de normes à respecter. Mais ici, pour commencer, on va en fait accueillir Marco. Marco qui est en fait juste à côté de moi puisqu'on a échangé la place avec Savine. Et Marco est chercheur à Lumons dans le département mécanique et au service des fluides machines. Alors voilà, on le voit. Bonjour Marco. Bonjour Martin, bonjour à tous. Et donc Marco nous a fait une petite vidéo parce que vous allez voir que le secteur dans lequel il travaille et surtout le projet qu'il est en train de mener est tout de suite d'un autre niveau. Donc nous allons voir ensemble la petite vidéo et puis on discutera bien sûr un peu avec Marco. En embolus, un caillot de sang formé d'ailleurs dans le corps qui voyage jusqu'au cerveau peut provoquer l'obstruction d'une artère cérébrale. Par conséquent, le débit sanguin est fortement réduit, causant la mort du tissu cérébral. L'aorta est la plus grande artère connectée au cœur et responsable de la distribution du sang dans le corps. À l'Université de Mons, nous avons reproduit un modèle en silicone pour l'étude des écoulements sanguins et la répartition des caillots de sang pour différentes géométries. Une interface graphique interactive permet de gérer les paramètres de débit et pression à l'entrée ainsi qu'aux sorties du modèle. Un signal pulsé est reproduit selon les conditions physiologiques de débit et pression à l'intérieur du cœur et un monitorage de 5 sorties effectué en continu. Un système de double pompe breveté à Lumons est utilisé pour la reproduction du signal cardiaque. La chambre est actuellement utilisée pour des tests in vitro dans le cadre de la prévention des accidents cardiovasculaires. Pour la géométrie du modèle en silicone, des images 3D d'un vrai patient ont été traitées et le résultat imprimé grâce à l'impression 3D.
Le matériel utilisé pour l'impression 3D est du PVA, un matériel que se dissout en contact avec l'eau. Du silicone liquide est coulé dans la procédure de moulage et après 48 heures, le modèle en PVA est dissous dans l'eau. Des particules représentant du caillot de son sont injectées dans le modèle et grâce au débit pulsatile, il est possible d'en analyser trajectoire et répartition, obtenant des informations très importantes. Pour étudier l'impact d'un caillot de son dans le cerveau, un modèle des artères cérébrales a été réalisé. Grâce aux imprimantes de dernière génération, une impression avec 2 filaments a permis d'imprimer le modèle en ABS et les supports en PVA. Alors, voilà, vous avez vu le projet tout de suite dans le cadre de la recherche. Alors ça, c'est une opportunité qu'on a pu avoir au sein du Click Fab Lab, étant donné qu'on était dans les locaux de l'UMONS et donc il y a des chercheurs qui passent. Ah, voilà, un petit coup. Il y a des chercheurs qui passent, il y a des gens qui font un doctorat, qui font une thèse, etc. Et donc Marco, voilà, typiquement, a pu découvrir le Fab Lab. Justement, Marco, quel a été ton premier ressenti avec les possibilités, la découverte du Fab Lab? Déjà, on dit que le projet est super intéressant et le fait d'avoir un Fab Lab à côté nous a aidé sur beaucoup de points. Comme vous avez vu, la structure, la chambre en vitraux qu'on utilise, il y a de plexiglas, il y a du bois, donc tout ce qui est, Martin, le découpe laser qu'on a pu utiliser pour du plexiglas, c'est vraiment très facile à utiliser, on a directement ce qu'il nous faut, mais surtout, moi je dirais, c'est un proof of concept. C'est-à-dire qu'on a dans la tête une idée et avec l'impression 3D surtout, on peut la matérialiser dans quelques instants, et je dis vraiment quelques instants parce que parfois on a de proof of concept qui prend 30 secondes pour être imprimé, pour avoir une idée en tête concrète de ce qu'on veut par après réaliser. Donc vraiment le Fab Lab, ça a été très utile dans ce point-là. Voilà. Donc en plus, il y a aussi cette approche d'évolution. Étant donné que les Fab Labs ont aussi un objectif d'aller vers les entreprises et de pouvoir répondre à des demandes, parce qu'on dit souvent maintenant une imprimante 3D, vous en trouvez sur Amazon à 150 €, 200 €, et donc par exemple les premières machines sur lesquelles Marco a travaillé, c'était les toutes premières imprimantes 3D qu'on avait, et les Fab Labs s'équipent aussi avec du matériel de pointe qui sont parfois réservés aux entreprises. On ne va pas vous vendre du rêve non plus, on n'est pas sur des imprimantes à 200 000 €, mais on est dans l'intermédiaire pour justement pouvoir valider, comme tu disais, un POC, un Proof of Concept. Et au sein du Fab Lab, vous l'avez vu un tout petit peu dans la vidéo, et Marco a justement ramené une pièce, on s'est équipé d'une imprimante double tête, une Ultimaker S5, et qui permet de faire des nouvelles choses et donc d'aller encore plus loin au niveau de son projet. Donc quelle est l'expérience que tu as eue justement avec ça? C'est l'expérience très intéressante. Quelques points par rapport à ça. Comme vous avez vu, le modèle en PVA, que c'est un matériel qu'on peut dissoudre dans l'eau, c'est utilisé normalement pour des supports, comme tu sais bien, Martin. Donc ce qu'on a fait avec l'arc ortique que vous avez vu dans la vidéo, on a essayé de reproduire tout le modèle en PVA. Ça a bien marché parce que la géométrie est bien une grande géométrie qui nous permet de ne pas avoir trop de soucis avec le PVA, parce que l'impression en PVA, c'est pas tout à fait facile. Et donc ce qu'on a fait ici avec une imprimante S5 de nouvelle génération, on a utilisé de l'ABS, parce que de dissoudre le PVA et de faire des géométries tellement compliquées en PVA, ça devient très difficile. Par contre, l'ABS est beaucoup moins difficile à imprimer, mais on a utilisé une imprimante S5 avec l'utilise de double filament pour pouvoir faire un support en PVA, et que donc nous on avons imprimé le modèle en ABS, on met le petit modèle dans l'eau et les supports ils vont se dissoudre tout seuls, et on a les modèles avec un état de surface
très très lisse pour lequel le moulage en silicone va devenir très très transparent, que c'est en fait le but de notre bloc en silicone, de voir ce qui se passe dedans. Tout à fait. Et alors il faut savoir que Marco, avant qu'on ait la S5, a essayé d'imprimer un seul type de filament pour cette pièce-là, mais alors ça voulait dire qu'il devait retirer le support, parce que bien sûr quand on imprime en 3D, les pièces qui sont dans le vide ne peuvent pas, elles vont tomber bien sûr si elles ne sont pas tenues, et donc on génère un support, mais quand on est avec un seul matériau, on se retrouve avec devoir nettoyer, frotter, etc. Et donc il obtient un résultat beaucoup plus précis, beaucoup plus efficace en changeant de machine. Et bien sûr l'intérêt aussi, nous à notre niveau du Fab Lab, c'est de découvrir bien sûr des nouveaux projets, d'utiliser les machines, mais aussi de pouvoir répondre à cette demande qui évolue et qui devient de plus en plus spécialisée. Et donc c'est aussi une très chouette expérience par rapport à notre niveau. Alors Marco, dernière question, alors comme je posais aux autres porteurs de projets, quel est ton meilleur souvenir au sein du Fab Lab? Alors sûrement j'ai deux beaux souvenirs, donc un peu plus mauvais que l'autre. Donc le meilleur souvenir c'est sûrement le rendu une fois qu'on avait fait le modèle en PVA et on a fait donc le moulage de silicone. Le lendemain, la nuit qui a pris le temps de dissoudre le PVA, donc de l'eau qu'on a mis dedans, le lendemain quand on était voir le modèle en silicone, on s'est dit on a quelque chose que ça peut marcher. Et ensuite un souvenir un peu moins intéressant, c'est que on avait essayé d'abord, comme Martin justement disait, d'imprimer ce modèle-là, c'est une artère cérébrale, directement en PVA. Alors ce qui se passe, c'est que normalement quand je sors de l'université à 18h, je lance des impressions pour après les voir le lendemain. Et si personne touche la machine, normalement quand j'arrive le lendemain, de dehors, je vois l'imprimante allumée et donc je comprends que ça a bien passé. J'arrive, j'étais tout content de la voir. Apparemment c'était pas marché du tout, le PVA n'avait pas adhéré au plateau et j'avais une bulle la machine était pleine de PVA et donc j'ai dû nettoyer et ça n'a pas pris. On a dit qu'un bon souvenir. Mais ça, c'est toute personne qui fait de l'impression 3D et qui lance des impressions longues pendant plusieurs heures, croise toujours les doigts et parfois se réveille la nuit en venant voir un peu ce qui se passe. Bon, ça, c'est quand on a l'imprimante à son domicile. Mais voilà, tout à fait. Un grand merci pour ton témoignage, Marco, et de nouveau à bientôt au Click Fab Lab quand tu veux. Et donc, on va enchaîner avec un autre porteur de projet qui est Job Njiki. Job est PDG de AppDev Belgium. Et donc là, de nouveau, dans le champ des possibles, ça va être un beau témoignage parce que Job est dans l'approche de la réalisation en DIY, en do it yourself, de panneaux solaires. Alors, Job, est-ce que tu m'entends? Oui, allô? Oui, Job nous entend. Alors, désolé pour la qualité du son avec Job. Normalement, ça va s'améliorer au fur et à mesure qu'il parle. On a essayé de régler le défi, mais voilà, c'était pas parfait. Mais on l'entend et c'est le principal. Alors, Job, on a une petite vidéo qui présente un peu son projet, de nouveau de manière synthétique. Et puis, on l'entendra pour son témoignage et on lui posera quelques questions. Donc, si on peut lancer la vidéo de Job d'abord, s'il vous plaît. Plus au niveau timing.
Alors voilà, vous avez vu, on a eu des profils créateurs, des profils entreprises, des profils chercheurs. Et maintenant, Job, c'est un peu la particularité de prendre quelque chose que... Voilà, on commence à voir partout sur les toits, produits à la chaîne, en Chine ou ailleurs, et justement de pouvoir se réapproprier cette technologie au sein d'un Fab Lab. Alors, vous l'avez peut-être vu à un moment, on a vu quelqu'un derrière Job, c'était Sylvain du FabC, on a vu aussi passer Delphine, et donc ici, on est parti au FabC, le Fab Lab de Charleroi, également accompagné avec le HubC, comme on parlait un peu des hubs. Et donc, Job... Ouais. Alors Job, quelle a été ton expérience au sein du Fab Lab? Moi, déjà une très belle expérience, parce que j'en avais marre de travailler à la maison. Donc ça fait quelques mois seulement que j'ai poussé la porte du Fab Lab de Charleroi. Et donc je cherchais sur Internet et je ne savais même pas qu'il y avait un Fab Lab tout près de chez moi. Et c'est comme ça que je suis tombé dessus. Et voilà, une très belle expérience. La première fois que j'ai poussé la porte, c'était... vraiment magnifique de trouver toutes ces machines-là qui attendent des gens qui vont venir travailler dessus, et Sylvain et Delphine, des super personnes aussi qui accompagnent bien les gens qui viennent pour qu'ils puissent travailler. Donc moi, mon idée ici concernant le panneau solaire, c'était justement essayer de savoir comment est-ce que, en n'ayant pas beaucoup de sous, je peux essayer de fabriquer de moi-même un panneau solaire. Donc ça, c'était juste une approche pour essayer. Et pourquoi pas amener aussi des enfants ou des plus jeunes à essayer de les fabriquer eux-mêmes, parce que c'est vraiment pas compliqué, vous l'avez vu. Et surtout que ici, j'ai développé, entre guillemets, une technique personnelle pour souder les cellules entre elles. Donc c'est quelque chose que j'ai mis moi-même au point. Donc c'est innovateur, ça. Et l'idée, c'est créer tout le système photovoltaïque et surtout le système de stockage par batterie. Donc ici, je travaille actuellement sur un prototype de batterie qui est déjà prêt. Donc je vais continuer avec le Fab Lab pour essayer de réaliser un beau projet avec ça. En train de préparer en fait toute la chaîne de la gestion électrique, de la fabrication des panneaux solaires jusqu'au stockage de l'électricité. Et tu parlais justement de l'organisation de stages. À mon avis, ça, dès que tu vas lancer des stages pour enfants autour de la réalisation des panneaux solaires, ça va avoir son petit succès. Donc là, tu tiens peut-être deux choses, parce qu'il y a le côté panneaux solaires, mais il y a le côté animation et découverte des technologies et de nouveau de la transmission et du DIY, do it yourself. Mais voilà, c'est vraiment un très très beau projet. Il faudra peut-être faire des choix, ça c'est toujours le moment où ça devient difficile. Dernière petite question pour toi, ton meilleur souvenir alors du Fab Lab? Mon meilleur souvenir, c'est vraiment quand j'ai poussé la porte pour la première fois, voir toutes ces machines-là, parce qu'on ne se rend pas compte. C'est pas possible pour quelqu'un qui débute, qui n'est pas encore une grosse entreprise, d'avoir toutes ces machines-là sur place. De manière aussi abordable, c'est vraiment génial ça. C'était vraiment ça le meilleur souvenir pour moi. Un grand merci Job pour ton temps et ton témoignage. Donc voilà, vous avez eu encore des nouveaux projets, on va encore vous en montrer quelques-uns bien sûr. L'idée c'est aussi, j'ai oublié de poser la question à Marco, il me l'a rappelé, c'est de ma faute, c'est aussi cette approche à un moment, grâce au Fab Lab, de passer vers la création d'une entreprise. Et par exemple Marco dans sa recherche, c'est dans l'évolution et la suite de son projet, c'est cette approche de, à un moment, passer en FSO, ce qu'on appelle des first spin-off. Donc vraiment des entreprises qui vont essayer de développer très très rapidement leur projet et essayer de le valider. Et Job est également typiquement dans cette approche-là, puisqu'il a aussi lancé son entreprise avec un concept. Et donc c'est aussi ça les opportunités que peuvent donner les Fab Labs. Et justement, reparlons d'entreprise. Savine, c'est à ton tour. Exactement, mais comme c'est bien organisé ce webinaire, n'est-ce pas Martin? Et donc en fait ici on va parler avec notre dernier intervenant, notre dernier maker, notre dernier designer. C'est Jonathan Reis de ATLR. On retourne vers le track et donc du côté de Namur. Et donc Jonathan est sales manager au sein d'ATLR. Et en fait c'est une PME qui propose justement ses services et de prototyper des pièces dans le secteur électronique pour d'autres entreprises. Et donc voilà
aussi un exemple de ce qu'on peut trouver au sein des Fab Labs, de ce qu'on peut créer et de ce qu'on peut imaginer. Alors Jonathan, est-ce que tu es avec nous? Tout à fait, bonsoir. Bonjour. Pas bonsoir encore, mais bonjour Jonathan. C'est le décalage horaire. Oui, et puis on est tous un peu... Voilà Jonathan, donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le rôle d'ATLR et son utilité finalement et le lien avec le Fab Lab? Sans problème. Nous, alors, on est une société qui développe de l'électronique, principalement, comme ça a été dit, pour d'autres entreprises. Et donc, on est 5 ingénieurs, on s'est lancé ensemble. On fait principalement donc, du développement pour les objets connectés. Et l'accès au Fab Lab, pour nous, c'est vraiment un énorme plus parce que une fois qu'on a créé l'électronique, pour pouvoir la mettre dans un casing, pour pouvoir faire des bandes tests, pour faire du développement qui est même parfois électromécanique, et le fait d'avoir accès à toutes ces machines, c'est vraiment un énorme plus. Donc, d'abord, l'accès au Fab Lab, ça nous permet d'avoir des machines qu'on n'aurait jamais pu se payer au début parce que nous, on a créé l'entreprise en février. On vient d'une autre entreprise, on est une équipe qui existait déjà, on avait déjà des clients, on a déjà pu travailler sur des projets existants, mais on n'avait pas la mise de base pour pouvoir vraiment se payer toutes ces machines. Et au Fab Lab, on a déjà accès à des machines qui sont vraiment de haute qualité et qui nous permettent de vraiment avoir une réalisation qui est vraiment bien finie. Et c'est aussi l'accès à une équipe qui est au Track à Namur. Enfin, moi, je connais quasiment que celle-là. C'est des gens super. Ils nous donnent plein de conseils. Même si c'est notre travail, ils nous donnent parfois le petit truc qui nous manquait pour pouvoir vraiment réaliser un projet. Et, on a vraiment une super relation avec eux qui s'est construite fortement pendant en fait, la crise du Covid, où on a travaillé, comme l'a dit Alan, sur un système de push-to-run. Je pense que Laura va plus vous en parler que moi, mais nous, c'est vraiment... on a fait donc le développement électronique et on a pu travailler avec des gens de différentes équipes qui ont été réunis justement grâce au Fab Lab, grâce au Track, et qui ont pu travailler main dans la main, et c'est vraiment une expérience qui a été très enrichissante pour nous. Alors, moi, je vais pouvoir parler un peu plus de ce qu'on fait nous. Donc, on développe de l'électronique et très souvent, quand on a développé de l'électronique, la remettre comme ça au client, un PCB à nu, ça va avoir un effet bizarre, le client ne va pas bien comprendre, c'est pas quelque chose qu'on voit d'habitude. Donc le premier avantage d'avoir accès à toutes ces machines, c'est de nous pouvoir créer un casing et sur le casing pouvoir par exemple faire une impression 3D du casing, faire une gravure du logo du client. Et très souvent, même si ça peut être un peu frustrant pour nous, le client va être plus impressionné du fait qu'on ait mis une belle boîte que de l'électronique vraiment qu'on a développée. Et c'est vraiment ce wow effect qui permet de, en travaillant avec d'autres entreprises, avoir vraiment du poids et qui se disent ok, on travaille avec des gens qui sont professionnels. Un autre gros avantage, c'est que ça nous permet de créer des bandes tests et de les automatiser parce que le testing, c'est quelque chose qui est hyper important en électronique et il faut le faire de la façon la plus automatique possible. Si on ne peut pas produire soi-même son outil de test, ça devient très compliqué d'avoir des tests qui sont très concluants et donc on a la chance d'avoir accès à toutes ces machines qui nous permettent de créer des bandes tests, automatiser et gagner énormément de temps. Et comme je disais, enfin, il y a le développement électromécanique. On a travaillé sur des projets, par exemple un projet qui s'appelle Jolly Bumper, où on a fait des sortes de pare-chocs pour chaises roulantes pour que les enfants handicapés puissent jouer au foot. Et ben, là, on a fait la découpe de notre moule à la CNC, parce qu'au Track, ils ont une CNC qui est vraiment gigantesque, on peut entrer des panneaux complets. On a pu faire un moule qui est vraiment très grand, et on a pu vraiment donc, développer tout cet aspect-là, et puis l'aspect de toutes les pinces, via les imprimantes 3D. On peut vraiment avoir une idée et directement la valider et gagner énormément de temps que si on devait passer par un fournisseur et à chaque fois perdre du temps. C'est vraiment une solution qui est directe, qui est donnée à l'endroit où on a notre travail, donc on gagne énormément de temps, on obtient des choses qui sont de qualité et en plus on a du conseil et de l'aide au sein du Fab Lab. Donc je pense que nous, le choix de nos bureaux a vraiment été fait par le fait qu'un Fab Lab était là, parce que ces machines, c'est vraiment un gros plus pour une entreprise, quoi. Ben merci Jonathan pour ton témoignage. Alors peut-être à l'instar de la question qu'on a posée aux autres makers, est-ce que tu pourrais toi nous faire part du moment qui t'a le plus impressionné ou qui t'a le plus marqué au sein du Fab Lab ou au sein du Track? Alors je dirais que le moment qui m'a le plus marqué, c'est vraiment donc, à la réouverture du Track, quand on avait fini le projet Push-to-Run justement, on a pu se réunir avec pas toute l'équipe parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui ont travaillé dessus et je n'oserais pas en citer parce que c'est sûr que je vais en oublier, mais on a pu se réunir avec quelques membres de l'équipe qui sont tous au Track
et voir cette carte fonctionner. Et vraiment, on avait bossé tous ensemble dessus. C'était un projet qui nous tenait à cœur et vraiment, c'était beau de voir qu'en se mettant quelques-uns ensemble, on peut développer quelque chose qui peut vraiment changer la donne, je pense. C'était vraiment, vraiment très chouette. Merci beaucoup Jonathan pour ton témoignage et ça nous permet de rebondir en fait sur ce que disait Martin au début du webinaire. C'est vrai qu'il y a cet aspect de faire soi-même, mais il y a surtout cet aspect de faire avec les autres, de mettre des compétences en commun, et ces Fab Labs sont aussi une formidable opportunité finalement, avec une capacité de réactivité. Très vite en fait ils ont mis toutes leurs compétences autour d'un projet. Laura vous en parlera certainement dans le détail, et au service finalement de la collectivité, d'entreprises ou de porteurs de projets. En tout cas, merci à tous les makers qui êtes passés par ici et nous avez témoigné votre expérience. Alors, comme je vous le disais en introduction du webinaire, on va passer à une petite séance de questions-réponses. Je fais appel à l'équipe technique pour savoir s'il y a quelques questions qui sont remontées durant ce webinaire. Est-ce que vous m'entendez? Vous pouvez relayer l'une ou l'autre question? Oui, bonjour Sabine, bonjour Martin, est-ce que vous m'entendez? On t'entend de loin. De loin, oui, okay. Aurore. On a chipoté au micro, enfin au baf, mais vas-y, on tend l'oreille. Voilà, donc bonjour à tous. En fait, on a des questions surtout sur l'accessibilité du Fab Lab. Donc, on a par exemple Aurore Legrand qui a posé une question qui se demandait en fait si le Fab Lab était en libre accès pour tout un chacun. Et aussi Louis Bernard qui a posé la question de savoir si c'était accessible pour les profs et pour les élèves et quelle était la procédure. Très bonne question. Une question pour toi. Voilà, tout à fait. Alors déjà, comme vous l'avez vu, il y a des Fab Labs un peu partout, en Wallonie, en Belgique, dans le monde. Et donc, ils ont des fonctionnements différents, ils ont des financements différents, parce que bien sûr, tout ne se fait pas sans argent. Et donc, typiquement, actuellement, en Wallonie, on a beaucoup des Fab Labs qui sont financés par le FEDER, le Fonds européen en mieux, et donc également en région wallonne. Et donc ce financement est vraiment là pour faire de l'accompagnement aux entreprises, aux porteurs d'idées. Donc même si vous n'êtes pas encore une entreprise, que vous n'avez pas un numéro d'indépendant, un numéro de TVA ou des choses comme ça, vous pouvez déjà être accompagné. Ça, c'est la partie accompagnement. Et donc là, vous avez souvent les hubs qui rentrent en course au sein du Fab Lab pour vous aider à prototyper, à challenger, à faire un BMC, un Business Model Canvas, etc. Et puis la plupart du temps, la grande majorité des Fab Labs sont également ouverts au grand public. Par contre, comme je l'ai dit au début, les Fab Labs, c'est du DIY, do it yourself, ou faites-le avec les autres. Il ne faut pas du tout arriver avec le fichier, ce magnifique BIC, et dire j'en voudrais 10 pour dans une heure. Ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Par contre, vous dites, c'est le dernier, j'ai envie de le prototyper, j'ai envie d'en refaire une copie, eh bien on va vous expliquer comment on va pouvoir le scanner en 3D, comment on va pouvoir le redessiner, quels sont les avantages, les inconvénients. Éventuellement, on va vous donner un petit coup de main, ou alors on va vous proposer, venez à une activité de découverte pour ne fût-ce que déjà, qu'est-ce que c'est un Fab Lab. Ensuite, on va peut-être vous proposer des vidéos sur Internet pour vous dire, regardez, là, vous allez pouvoir avoir des réponses, être formé à des logiciels, parce que voilà, ça prend quand même un peu de temps, on va pas se mentir, même s'il y a des logiciels très simples qui vous seront conseillés. Et après, de revenir au Fab Lab, montrer comment fonctionne l'imprimante 3D, etc. Et donc, au niveau des accès, donc on est en période quand même post-confinement, donc il faut bien sûr un peu se renseigner, et j'en reparlerai à la fin avec le call to action, d'aller visiter des Fab Labs. Donc là, il faut un peu se renseigner par rapport aux conditions d'accès en cette période du confinement, des confinements. Mais après, au niveau des tarifs, on reste très clairement sur des prix démocratiques, parce que justement, comme souvent les Fab Labs ont des financements externes, l'objectif c'est de faire de la promotion, de faire de la formation, de faire de la sensibilisation, de l'accompagnement. Et donc, on est bien sûr en dessous des prix d'achat d'une imprimante 3D par soi-même. Et donc voilà, c'est facile d'accès, il faut juste un peu se renseigner et ne pas avoir peur de passer la porte et d'arriver avec sa question. On vous donnera toutes les informations en fin du webinaire pour que vous puissiez pousser la porte du Fab Lab le plus proche de chez vous. Aurore, est-ce qu'il y aurait d'autres questions ? Oui, alors j'ai une deuxième question de Christopher qui dit qu'il est graphiste 3D de métier et maker dans l'âme. Et en fait, lui, il aimerait travailler dans le milieu des Fab Labs. Est-ce qu'il y a une personne en particulier à contacter ? Comment ça se passe ?
Je continue. Hein. Enfin, c'est moi le spécialiste Fab Lab, donc j'assume. C'est pour ça que tu es là. Oui, c'est pour répondre aux questions, merci. Et donc, bonne question Christopher. Alors bon, après, il y a différentes approches pour travailler dans un Fab Lab. Il y a la première qui est de rentrer dans la communauté, de venir utiliser les machines, de rencontrer des gens. Et quand on rencontre des gens, souvent on crée des opportunités. On crée des opportunités en disant, moi je fais de la 3D, typiquement pour toi. Et on a souvent quelqu'un à côté de soi qui va dire moi je sais pas modéliser, voilà, pas de problème, on va se mettre ensemble, tu fais de l'électronique, je fais de la 3D, c'était l'exemple avec par exemple Jonathan. Donc il y a cette première approche là de vraiment créer des liens. On est dans ce qu'on appelle aussi vulgairement les espaces coworking, les espaces de bureaux partagés, les tiers-lieux où on va rencontrer des gens à côté de soi, on va discuter. Alors c'est souvent plein d'énergie, parfois on doit un peu s'isoler pour arriver à quand même faire son boulot, mais voilà, par exemple typiquement au TRAC et au Fab Lab Wapi, ils ont l'espace coworking dans le même bâtiment que le Fab Lab, et donc ça veut dire que les gens viennent d'abord peut-être à l'espace coworking, découvrent le Fab Lab, passent la porte, ou peut-être dans l'autre sens, viennent au Fab Lab et se disent et voilà, je vais aller venir travailler ici 2 jours semaine, je vais rencontrer d'autres personnes et je vais faire des projets. Donc ça c'est une première approche qui se travaille, networking, rencontres, etc. Une deuxième approche, c'est on a toujours besoin, on fait des appels à candidature parfois pour un nouveau Fab Lab Manager, etc. Donc là, c'est un peu de suivre la communauté des Fab Labs et de voir si à un moment, il n'y a pas une ouverture de poste qui se fait. Une autre approche que tu peux également avoir, c'est l'approche proactive, comme on appelle ça. C'est de dire, voilà, je suis graphiste, je peux mettre à contribution mes compétences. Est-ce que vous ne pouvez pas faire un petit peu de pub pour moi, parce qu'au niveau des Fab Labs, régulièrement, on reçoit des demandes de gens qui disent voilà, j'ai ça, mais je ne peux pas le modéliser, je ne sais pas le faire. Et donc, nous, souvent, on dit on a 8 milliards de trucs à faire, donc on ne peut pas non plus le faire. Mais justement, on connaît 3, 4, 5 graphistes ou personnes qui font de la 3D ou de l'électronique, etc. Voilà, contactez-les et demandez-leur une remise de prix, discutez. Et c'est parti. Donc ça, c'est encore une autre approche. Une dernière approche que j'ai oubliée, mais qui était sûrement bien. Certainement. Ça, c'est le défi, toutes les idées que j'ai en tête. Une dernière approche, oui, voilà, je retombe dessus, c'est les formations. Les Fab Labs organisent de temps en temps des formations. De nouveau, on n'est pas des équipes de 200 personnes. Et donc, il ne faut pas hésiter non plus, si on a une fibre pédagogique, à venir rencontrer les gens du Fab Lab et dire voilà, moi, j'ai envie de donner des formations sur tel logiciel ou telle approche. Est-ce que ça vous intéresserait pas de faire un partenariat? Vous mettez à disposition vos locaux, je gère tout le reste, ou alors on fait un win-win, on partage les frais ou des choses comme ça. Voilà, ça c'est encore une autre possibilité. Donc, première chose, c'est de passer la porte, voir comment ça se passe, comment c'est organisé, ne pas hésiter surtout à discuter, parce que sinon on a complètement loupé l'objectif, et de tenter des choses, parce que souvent nous on n'y a pas pensé. Je vous disais, on a gravé sur des patates, moi j'aurais jamais pensé à graver sur une patate, et donc voilà, n'hésitez pas à prendre des initiatives de ce style. Et souvent dans les Fab Labs on ouvre les bras très grands en disant voilà, ça y est, c'est parti. Après il y a de l'administratif, il faut gérer, etc. Mais voilà, n'hésitez pas à ce niveau là. Merci Martin en tout cas pour tes réponses bien complètes. Avec plaisir. Donc voilà, au niveau des questions, donc on en a plus d'autres. Mais en tout cas, je tiens à remercier Gérard qui a été très réactif dans le chat et qui a répondu aussi à pas mal de questions des différents intervenants. Merci Gérard. Donc voilà, et merci à tout le monde pour vos réactions. Et donc je vous propose d'enchaîner. Voilà, merci beaucoup Aurore. Je fais le lien directement avant d'enchaîner vers la petite surprise qu'on vous a concoctée. Oui. On vous rappelle que juste après le webinaire, on se retrouve dans un forum. Oui. Donc si vous n'avez pas osé poser vos questions dans le chat ou que c'était un peu compliqué, c'est aussi l'occasion de faire un peu de networking, comme on en parlait, de montrer ce qu'on fait et les projets. Je vous retrouverai donc juste après le webinaire dans un forum pour en discuter avec une petite vidéoconférence. L'idée du forum, c'est de boire un petit verre et d'échanger des cartes virtuelles. Débriefer un peu ce qu'on a appris. N'hésitez pas pour le forum qui a lieu juste après. Et donc, vous avez un lien pour rejoindre ce forum-là. C'est Martin qui va l'enchaîner. Et ici, Martin vous a préparé une surprise pour ne pas en rester là avec toutes ces idées, pour ne pas vous frustrer et rester simplement sur plein de bouillonnement dans votre cerveau. Martin vous a concocté une surprise.
Une surprise. Alors cette surprise, en fait, c'est on va lancer un concours avec les autres Fab Lab partenaires. S'il y a d'autres Fab Labs qui veulent rentrer dans la boucle, on est bien sûr très ouvert. Hein, c'est ça l'esprit. Alors on l'a appelé Recycovid, hein, recycling, recycler le Covid-19. Donc comme on en a déjà un petit peu parlé au niveau d'une des forces des Fab Labs, et je ne vais pas tout dire parce que Laura va justement en reparler au niveau de la conclusion, on a eu la possibilité de très rapidement et facilement, parce qu'on a les machines et les compétences, de réagir aux besoins qu'on a rencontrés face au Covid. Et donc un des projets qui a été développé d'une manière assez transversale au sein des différents Fab Labs, c'est la fabrication de visières de protection. Pas beaucoup de masques. Comment augmenter la durée de vie des masques? Réaliser une visière. Avantage, on n'a pas trop de normes à respecter, ça se produit assez facilement, etc. Et donc, une initiative est partie du Your Lab, du FabC et du Fab Lab ULB de réaliser ces visières, bien sûr, de mettre à disposition le fichier. Et donc ce fichier, comme vous avez pu le voir dans les slides, nous a permis, au niveau de nos découpeuses laser, parce qu'il y avait aussi bien sûr les modèles en impression 3D mais qui prenaient beaucoup plus de temps, au niveau des découpeuses laser, de réaliser une découpe dans une plaque et de faire à peu près 30 visières d'un coup. Et donc ça nous a permis de répondre à la demande. Il faut savoir qu'au niveau des Fab Labs Eno, étant donné qu'on a beaucoup travaillé en partenariat avec le FabC, le Fab Lab WAPI, on est à plus de 25 000 visières produites sur le même modèle et les mêmes plaques. Et il faut à peu près 30 visières par plaque, donc on a généré à peu près 800 chutes de plexi, et donc en partant de ce constat-là, on s'est dit on va pas simplement les baquer à la poubelle. Alors déjà, on a eu une belle expérience parce qu'on a été à la société DHC à Châtelineau, où ils nous ont donné des chutes de plexi qu'on a déjà pu réutiliser, mais ils ont aussi un projet qui s'appelle Ecovery, qui est de recycler le plexi. Et donc on va le concours lancer un recyclage créatif des chutes de plexi, mais également si après on a des chutes de chute, parce qu'il y aura toujours un peu de matière, on pourra encore aller plus loin et le recycler. Donc qu'est-ce que c'est le concours? Le concours, on lance dès aujourd'hui un défi de recycler ces plaques de plexi qu'on a générées. Donc on est sur des plaques de 100 sur 60, 3 mm d'épaisseur, avec dedans, je reviens à ma slide, avec dedans des trous pour les visières. Et donc on va mettre à votre disposition une plaque ou deux plaques de plexi, de chute. Vous venez les chercher au Fab Lab et on va mettre on va vous fournir de l'accompagnement, on va vous fournir du temps d'accès machine pour pouvoir justement réaliser un nouveau projet créatif autour de ces plaques de plexi. La fin du concours sera le 15 septembre. Après, on va enchaîner sur quelques expositions avec bien sûr des prix à gagner, du meilleur recycleur, du projet le plus créatif, du meilleur projet au sein de chaque Fab Lab. On est en train de préparer d'éventuellement l'exposer au KIC. Donc ça, Laura, je lui donne un petit coup de coude. Enfin, elle m'a déjà proposé, il faut qu'on s'organise. Et également au sein du concours Lille 2020 Capitale du design. Et donc, on va montrer aussi les résultats de ce concours. Donc, on est typiquement dans, passer à l'action, essayer à votre tour d'avoir une idée. Bon, on va pas se mentir, recycler une plaque de plexi avec des découpes dedans, c'est déjà un très très beau challenge. Mais on est prêt à découvrir plein de choses et surtout à vous aider à réaliser votre projet. Et donc, on va bien sûr faire plein de bruit, préciser l'ordre du concours parce que j'étais à la bourre pour l'organiser. Mais toutes les informations vont suivre. Merci Martin. Et donc une petite surprise, un défi. J'espère que vous serez nombreux à le relever. Vous recevrez toutes les informations, ne vous inquiétez pas. Vous revenez sur la page les pages Facebook, les réseaux sociaux, vous enverra toutes les informations. Vous recevrez un mail avec tous les détails. Ne vous inquiétez pas, c'est jusqu'au 15 septembre. Vous avez le temps. Il nous reste à introduire la toute dernière partie de ce webinaire. Vous en avez beaucoup entendu parler en fait dans ce webinaire. On l'a beaucoup évoqué. Laura Latour est avec nous aujourd'hui en live. Laura, c'est la project leader du Track de Namur et du KIC Festival. Et elle a accepté de nous suivre et en fait de nous proposer une conclusion inspirante par rapport à tous les témoignages que vous avez pu entendre. Laura, est-ce que tu es bien parmi nous? Est-ce que tu as pu être baignée de tout ce que tu as pu entendre cette dernière heure?
Oui, tout à fait. Voilà, je te cède la parole. Merci Laura. Parfait. Bonjour à tous et puis merci de me laisser la place de faire cet exercice voilà, très intéressant et puis du coup de se pencher aussi vers la suite et vers demain comme le veut le titre du webinaire dans lequel on est aujourd'hui. Je vais revenir un peu sur les différentes initiatives. Donc effectivement la place des Fab Labs pendant cette crise du Covid est en tout cas portée au sein du TRAC puisque c'est celle dans laquelle on a été plongé. Jonathan, Alan, les Fab Managers du TRAC en ont parlé avant. Et puis je vais citer aussi d'autres initiatives pour montrer à quel point et le nombre incroyable en fait d'initiatives qui sont nées pendant la crise, que ce soit dans les Fab Labs mais aussi via les communautés de makers. On a parlé donc des visières et je crois que si on rejoint les différentes communautés de fabricants et les fabrications faites par les différents Fab Labs wallons, on atteint pas loin des 100 000 visières produites et distribuées. J'y reviendrai un peu après. On a aussi au niveau du TRAC coordonné la production d'un prototype de pousse-seringue en open source. L'objectif effectivement ça a été de travailler à distance, de réunir très rapidement notre communauté autour de besoins qui ont été mis en avant par le connecté lui avec les makers via des outils tels que Slack et très vite en fait les besoins sont arrivés au sein des Fab Labs en disant voilà il y a 4 grands besoins. Il va y avoir un besoin de visière, un besoin de gel hydroalcoolique, un besoin de respirateur anticipé en tout cas et un besoin en termes de pousse-seringue pour pouvoir pousser les produits dans ces respirateurs. Ces besoins sont identifiés au niveau national mais aussi au niveau international et donc très vite les communautés sont organisées pour travailler justement à distance sur la création de ces prototypes open source. Ça veut dire que l'objectif c'est que ce soit documenté quasi en temps réel pour pouvoir que d'autres au sein de la communauté internationale des makers et des Fab Labs puissent le faire. Alors on l'a dit, des outils tels que Slack, des outils tels que GitHub, des outils tels que aussi les réseaux et les communautés et donc les bases de données qui existent au niveau des Fab Labs au Wallon et partout ailleurs permettent d'échanger très rapidement les plans et nous ont permis en tout cas d'arriver très rapidement sur des résultats concrets. Aujourd'hui on est arrivé sur un résultat concret au niveau du prototype de pousse-seringue. On travaille main dans la main avec des personnes qui travaillent sur un pousse-seringue, sur un prototype de respirateur. Voilà, donc ça c'est un projet qu'on peut faire grâce à la communauté qui est présente au sein du TRAC, communauté dont font partie des makers, des pensionnés, des entreprises avec un rayonnement international, des entreprises très locales, des citoyens. Voilà, c'est une mobilisation assez impressionnante et je pense aussi que les tiers-lieux, les Fab Labs aujourd'hui servent à ça, à fédérer des communautés autour des enjeux importants. Je vais continuer un tout petit peu à brasser sur les initiatives qui ont été faites. Il y a eu des propositions de QR code pour les milieux de l'ORECA. Ils pouvaient faire leurs fichiers, nous les envoyer, on les imprimait à la laser. On est parti sur des hackathons pour pouvoir faire des extensions de main, pour pouvoir voir comment, de manière collective, on pouvait résoudre cette problématique d'ouvrir des portes, d'ouvrir des frigos dans des milieux collectifs tels que les hubs, les Fab Labs, etc. On a aussi hacké des fontaines à eau pour pouvoir montrer comment, grâce à des petites manipulations, à deux découpes laser, on pouvait hacker des fontaines à eau et donc les rendre de nouveau accessibles dans les entreprises du territoire. Voilà. Et donc tout ça, ça a fait connaître un peu la mouvance des Fab Labs. Je pense que toutes ces initiatives portées par le TRAC, portées par tous les Fab Labs du réseau Wallon et portées par les Fab Labs au niveau de la communauté internationale, ça a aussi montré l'importance de travailler en open innovation, de remettre à disposition les fichiers, les avancées, etc. Donc ça a mis la lumière sur ces manières de créer, d'innover. Ça a permis à pas mal de personnes, en tout cas je pense, de prendre au sérieux la technique de l'impression 3D, qui était parfois simplement vue comme ludique, ou en tout cas qui permettait de faire, on le voit là, des personnages, du design, mais aussi là on le voit avec la mise à disposition des masses de chez Decathlon, que certaines pièces de machines au niveau des hôpitaux ont été imprimées en 3D pour pouvoir maintenir des pièces en fonctionnement, des machines en fonctionnement pour ne pas arriver à ce niveau de saturation qu'on a eu très très peur en fait d'atteindre. Voilà, et donc ça permet de remettre aussi une lumière sur toutes ces machines à commande numérique, les machines qu'on voit au niveau des Fab Labs et les communautés, de montrer l'importance que ça a.
On en a parlé et je pense que je voudrais remettre en lumière les différentes forces de ces lieux. Je pense que ce qui revient majoritairement et ce que chacun de vous a dit, c'est la communauté, le fait de rencontrer différentes compétences et de fédérer ces compétences autour de projets. On le voit dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'électronique, dans le domaine de la fabrication, du design. Enfin, on a vraiment des projets qui sont très très larges aujourd'hui et on le voit au niveau du track, métier de crise aussi qu'on vient de vivre, l'importance de mêler les intelligences, de laisser une place à des créativités diverses, à des innovations parfois auxquelles on ne pense pas forcément, et le fait d'y travailler ensemble permet de rebondir et d'arriver très très vite sur des innovations qui permettent de solutionner des problèmes majeurs. Et je pense que ce qui est aussi important, c'est de mettre de la lumière sur la résilience qu'il y a eu face à cette crise dans les Fab Labs, sur la rapidité d'apporter des solutions et d'être très orienté solutions face à des problématiques vécues par les territoires de carence, etc. Et on est arrivé sur des productions très rapides et puis des manières de distribuer aussi très rapides et de fédérer les choses pour qu'il y ait une intelligence dans la manière de les distribuer, ce qui n'est pas anodin non plus. Et je fais une petite parenthèse, mais nous, ce qui nous a aidé aussi, c'était d'avoir notre communauté au niveau du Fab Lab et des makers, etc. Et puis d'avoir les citoyens qui, chez eux, commencent à avoir des imprimantes 3D, etc. Et qui, très vite, ont voulu rentrer dans cette dynamique et nous ont proposé leur aide et ont pu prendre en charge, eux également, des productions plus individuelles de petites quantités. Là où nous, Fab Lab, on a décidé de travailler surtout sur des optimisations de versions de visières. Et puis, on s'est très vite associé avec une entreprise du territoire qui a pu, elle, produire 33 000 visières pour pouvoir justement enclencher un mécanisme de production à grande échelle et nous alors gérer la partie organisation, logistique, commande, etc. Voilà, je pense aussi que ce qui est important de dire, c'est qu'il y a eu très peu de volonté d'esbrouf médiatique de ces communautés de makers, de Fab Labs. Il y a eu très peu de mise en lumière et de volonté de tirer la couverture, ce qui est très bien. Et puis en même temps, je pense que c'est important et c'est le bon moment de montrer et de reconnaître officiellement ce qui s'est passé dans ces lieux, dans ces communautés, dans des lieux tels que les hubs, les lieux qui permettent justement de réfléchir autrement, de réfléchir à plusieurs, d'amener d'autres types d'innovations, parce que c'est en le reconnaissant officiellement qu'on peut aussi emmener d'autres entreprises vers ces manières de réfléchir, de penser, de faire les choses et voilà, d'accroître un peu l'impact que peuvent avoir de tels lieux aujourd'hui, puisqu'on le voit, il s'y passe en tout cas des choses qui permettent de pallier aux carences d'un système qui peut-être atteint les frontières des limites, en tout cas. Voilà, j'ai envie de conclure en reprenant, en tout cas en m'inspirant d'un poste de Makery qui dit voilà, je ne vois pas aujourd'hui comment on pourrait faire fi dans l'économie et dans les systèmes traditionnels de méthodes et de lieux qui ont fabriqué, approvisionné, travaillé sur la logistique d'autant en fait de produits qui venaient à manquer. On parle de plus de 100 000 visières en Wallonie, pareil en Belgique, pareil en France. Voilà, je vois pas très bien comment on pourrait continuer à avancer en les ignorant, en les écartant. Je pense qu'on doit justement et collectivement intégrer ces Fab Labs, ces lieux de makers dans peut-être les manières de réfléchir, en tout cas le futur, puisque c'est tout l'enjeu de ce webinaire et puis de la société dans laquelle on est aujourd'hui. Voilà. Merci Laura, je pense que tes mots sont concluant et inspirant. Oui, voilà, on ne peut être que d'accord avec toi. On a vraiment, au sein des Fab Labs, prouvé, il y avait un avant et un après. On était déjà très créatifs avant, on l'a été pendant, et après, voilà, comme tu le dis, on est capable, on a prouvé tout l'intérêt et toute la capacité qu'on avait à trouver des solutions et les amener. Et on va continuer. Et donc, un grand merci à Laura, un grand merci à tous nos makers et bien sûr à l'équipe technique qui est cachée derrière les ordinateurs, à qui j'ai mis la pression parce que j'étais en retard pour le PowerPoint, pour la présentation. Voilà, je m'excuse, Amélie, à tout le monde, à toute l'équipe, mais surtout Amélie parce qu'elle me tape un peu sur les doigts de temps en temps. Et elle a raison. Dernière chose, on vous en a parlé avec le concours. Vous avez vu des choses inspirantes, vous avez vu des gens inspirants, des gens passionnés. Tout ce qu'on peut vous inviter à faire maintenant, c'est de passer dans notre phase 6, c'est
le call to action, c'est regarder le Fab Lab qui est le plus près de vous. Ou vous connaissez des copains peut-être qui y ont déjà été, parce qu'après vous avez vu, on a des Fab Labs qui sont plus spécialisés parfois dans certaines choses. Maintenant, commencez avec le Fab Lab qui est le plus près de vous. Vous serez bien accueillis, vous serez redirigé éventuellement vers un qui s'occupe plus de l'IoT, ou un qui s'occupe plus de l'électronique, ou qui a une grande découpeuse bois qui fait rentrer des panneaux complets, etc. Parce que vous voyez que c'est une communauté, et c'est une communauté locale, régionale, internationale, et voilà, pendant le confinement on n'a pas arrêté d'échanger, on a été chercher du Plexi au FAPC parce qu'ils en avaient trop. Le FAPC a eu un très bon retour de la communauté, comme Laura disait, on n'a pas fait des sbroufs, mais quand on a interpellé les médias sociaux, c'était pour avoir un coup de main, pour avoir des feuilles transparentes pour venir mettre sur les visières, et on a les gens qui nous ont aidés, plus de 10 000 visières, enfin de feuilles ils ont eu au FAPC, ils nous ont donné parce que nous on était un peu à la bourre pour récupérer des feuilles, etc. Donc voilà, toute cette belle énergie, bien, vous allez la retrouver en passant la porte d'un Fab Lab. Peut-être pas trop tôt parce qu'à 8h30 on n'est pas encore bien réveillé, mais vous verrez qu'il y a des moments où on est très 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 efficace, et voilà, et on échangera et on vous mettra en lien, parce que c'est ça aussi notre mission, c'est de vous mettre en lien avec des gens qui font des choses, avec d'autres communautés, et voilà, passez à l'action. Voilà, le mot de la fin. Voilà, il me reste à vous dire un grand merci pour avoir suivi ce webinaire. J'espère que vous avez appris des choses et que ça vous a donné envie de passer la porte. J'espère aussi que ça a pu mettre de la lumière sur ces Fab Labs qui finalement ne sont pas souvent mis en valeur, alors qu'ils font un travail exceptionnel. Je vous invite aussi à rejoindre le forum pour ceux qui voudraient aller un peu plus loin dans les questions auxquelles on n'a pas eu l'occasion de répondre. Voilà, on arrive à notre quart d'heure montois, hein, c'est un peu habituel à Mons, on a un petit quart d'heure dans lequel on aime bien profiter. On est lancé. Hein. Voilà, et une fois qu'on est lancé, c'est difficile de nous arrêter. Je vous invite aussi pour les prochains rendez-vous, puisque comme je vous l'ai dit en début de webinaire, le Digital Summer, c'est tout l'été, c'est tous les jeudis. La semaine prochaine, c'est un masterclass, vous verrez sur le site, vous avez toutes les informations, n'hésitez pas à aller sur le site de Technocité ou sur la page Facebook de l'événement. Il me reste aussi à vous dire que voilà, nous organisons ces webinaires en collaboration Technocité, le Click, le Muséum Lab. Technocité organise des formations aussi, notamment ici on a toute une série de formations Artec qui sont proposées par Technocité. Voilà. Où on va avoir une partie justement Fab Lab. Exactement. Donc, restez attentifs à ce qui se passe sur les réseaux sociaux et le site de Technocité et des Fab Labs, parce que voilà, si vous vous dites je suis pas à l'aise et j'ai envie d'avoir un accompagnement, c'est peut-être l'occasion aussi de passer le cap, une autre manière encore de rentrer par la porte d'un Fab Lab. Exactement. Donc n'hésitez pas, on a plein de choses à vous proposer. Il y a un défi, il y a des formations, il y a un Fab Lab. On est à votre disposition. Et à la semaine prochaine pour notre prochaine webinaire. Au revoir. À la semaine prochaine et à tout de suite sur le forum. Et merci à l'équipe technique. Un grand merci. Au revoir. Au revoir.